buenos días. ¿Es posible de ir al Castillo San Felipe? Sí, claro. Gracias. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bautus et comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis actuellement en Colombie. Alors si je suis venu ici, c'est pas pour le tourisme, je suis venu ici pour effectuer un stage de 2 mois et demi qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la mangrove. Et du coup là actuellement, je me retrouve sur le Castillo San Felipe de Barradas, donc à Carthagène. Ce château a été construit en 1536 durant la période coloniale par les Espagnols. De retour à la Boquilla, mon lieu de stage, je vais vous expliquer un peu l'histoire et la situation de ce village. Du coup, la Boquilla se trouve au nord de Carthagène et elle est prise en étau entre la mer des Caraïbes juste derrière moi et la lagune de la Vierge de l'autre côté. Le village porte ce nom parce que la Boquilla, en espagnol, ça veut dire la petite bouche. Et au nord du village, il y a une petite embouchure qui fait le lien entre la mer et la lagune. Il faut savoir qu'à Carthagène, il y a 3 embouchures différentes. Il y a la Boquilla au nord, Boca Chica au sud et entre les deux, il y a Boca Grande. Ces 3 embouchures font le lien entre la mer des Caraïbes et la lagune de Carthagène. L'histoire du village est plutôt jeune, car les premières occupations remontaient à peu près 250 ans et actuellement il y a un peu plus de 14 000 habitants. Le village représente l'une des plus grandes communautés afro-descendantes de Carthagène. En effet, les habitants sont les descendants des esclaves victimes de la traite négrière perpétrée par les Espagnols. Ces racines africaines se retrouvent notamment dans la musique traditionnelle du village, où les tambours sont d'inspiration africaine. Cette musique traditionnelle inclut aussi des instruments locaux, notamment la gaïta qui est une flûte amérindienne. Le village vit essentiellement de la pêche, donc en mer avec des filets ou des harpons, ou dans la lagune avec des tirayas, qui sont des filets éperviers, et des nasses pour pêcher les crabes. Mais de nouveaux secteurs tendent à se développer comme le tourisme et l'écotourisme. Et la transition est toute faite car je me trouve devant Ecotours Boquilla, l'association dans laquelle j'effectue mon stage qui prône l'écotourisme et le tourisme communautaire. Venez, je vais vous expliquer. Alors qu'est-ce que l'écotourisme et le tourisme communautaire? C'est tout simplement un tourisme qui respecte la nature et qui aide au développement de la communauté locale. Donc pour cela, Ecotours Boquilla propose des visites de la mangrove en pirogue guidées par des natifs de la communauté. Ça permet de sensibiliser les touristes aux enjeux de la mangrove, mais aussi d'aider la communauté en employant des locaux. Dans ces tours de pêche, les touristes apprennent à pêcher avec la tiraya. Hop, ça fait 4 fois que je vous parle de la taraya, mais je vous ai toujours pas expliqué ce que c'est. Du coup la taraya, c'est un filet épervier qui se lance à la main, et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très talentueux. Quant à Ivan, qui le lance depuis des années, fait un lancer parfait. Ce filet permet de pêcher des petits poissons qui sont utilisés comme appât pour piéger les crabes. Les poissons sont découpés puis passés dans les nasses et les crabes sont attirés et restent bloqués dans la nasse. Donc après cela, le fruit de leur pêche, ils le dégustent autour de la cuisine traditionnelle et ils participent à un atelier pour apprendre la cuisine locale. Donc ils apprennent à faire du lait de coco ou encore à cuisiner la banane plantain. J'ai pu participer à un de ces ateliers, je vous laisse avec quelques images. Entonces, vamos a preparar el plato típico de la costa. El plato típico de la costa es arroz con coco, patacones, ensalada, pescado frito y agua de panela que le llamamos guarapo. Panela es azúcar que es procesada. Entonces nuestros ingredientes para este plato son plátano, coco, arroz, aceite, pepino, lechuga, cebolla, tomate, pimentón. Tenemos mantequilla, el azúcar, ajo y el pescado que lo tenemos allá. Entonces, para seguir en este proceso vamos a utilizar el coco. Mire, este salió con suerte, salió entero. Oh. Elena. Que aquí todo afrodisíaco, ya ves esto, ¿no? Elena, pásame la jarrita esa con agua y hazme favor. Cuando está así adulto lo utilizamos para artesanía. Con esto se hacen tazas para comer, se raspan, se utilizan aretes, pulseras, collares, bolsos, cuchara para comer, azucarero, salero. Todas esas cosas se trabaja con él. Mire, usted coge
coge, si lo acuesta así, le va a ser un poco difícil. Lo levanta y usted sube, baja. Necesita la señora Marisabel. ¿Lo hace usted o lo hago yo? Hágalo usted. Exprimimos bien para que la leche La leche vaya a quedar. Donc voilà, maintenant vous savez réaliser du lait de coco, c'est assez facile, vous pouvez réessayer chez vous. Dans la plupart des plats typiques de la côte, on retrouve aussi le patacones, qui est de la banane plantain. Cette banane plantain est plus souvent utilisée dans des préparations salées. Je vous laisse avec les explications. Hostia, qué bien, lo haces. La técnica. Hágame la raja. Ya lo ves, bien Completamente pelado. completado, vete. Yo también he pegado ya, ¿eh? Mira, mira qué mono. No se preocupe, que ahora me va a picar la ensalada. ¡Bravo! No, va tajada. Qué bonito. Baila también. ¿Qué se me da bien esto? Et voilà, c'est ainsi qu'on obtient un patacones. Vous pouvez le réaliser chez vous sous réserve d'avoir une banane plantain. Mais au-delà de proposer des activités touristiques, EcoTour aide profondément la communauté. Cela passe par l'emploi de guides locaux, mais aussi de campagnes de nettoyage dans la mangrove, donc j'ai pu participer à 2 d'entre elles. Estamos en la Ciénaga de Juan Polo y estamos en una campaña de limpieza de los manglares y de la ciénaga. Nos acompañan varias organizaciones y de verdad que es muy bueno limpiar el manglar, pero hay que seguir concientizando. Aún hay mucha basura en la ciénaga. L'association propose aussi des cours d'anglais aux adultes, des plantations de mangroves pour réhabiliter le milieu et collabore aussi avec d'autres organismes pour effectuer des relevés ornithologiques. Donc le projet que j'ai mené ici porte sur la sensibilisation aux enjeux de la mangrove. Le but final de ce projet, c'est de créer un groupe de jeunes protecteurs de la mangrove. Pour cela, on s'adresse aux écoles, car ici en Colombie, avant le 11e grade, ce qui correspond à peu près à 16 ans, les enfants doivent réaliser 80 heures d'activités sociales. Notre projet, rentrant dans ces activités d'heures sociales, on s'adresse aux écoles, donc on rencontre la directrice d'Ineteb, qui est aussi la directrice de 3 autres écoles à la Boquilla. Donc on la rencontre, on parle de notre projet, on parle de ce qui est prévu de faire, et on signe un accord entre EcoTour et cette école. Et c'est là que je rentre en jeu. Du coup, de mon côté, je dois gérer un peu la paperasse, les autorisations parentales, je crée un groupe WhatsApp pour communiquer avec les parents et je crée aussi le programme. Donc par semaine, il y aura 2 activités le mardi et le jeudi et une sortie le samedi. Et du coup, moi, je complète le papier, je mets ce qui est prévu, la sortie qui est prévue, etc. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis plus en Colombie, ça fait un peu plus d'1 mois que je suis rentré. Et en fait, cette séquence, je devais la tourner sur les derniers jours où j'étais à la Boquilla. Sauf que j'ai attrapé une grippe et j'étais 2 jours couché au lit. Du coup, je vous fais cette séquence maintenant. Du coup, pour la première semaine d'activité, c'est une semaine un peu tranquille. On va pas faire de sortie le samedi. On fait juste 2 activités le mardi et le jeudi. C'est plus pour connaître les enfants, savoir leurs envies, leurs besoins, ce qu'ils ont envie de connaître, de savoir sur la mangrove et aussi de tester un peu leurs connaissances sur l'écosystème qui les entoure. Pour la deuxième semaine, je parle un peu plus des végétaux qui vivent dans la mangrove, du coup les palétuviers en l'occurrence. Donc je me concentre surtout sur le palétuvier rouge et le palétuvier noir qui sont les plus représentés à la Boquilla. Et quoi de mieux que d'être dans la mangrove pour parler de la mangrove? Alors de la Colombie à l'Indonésie, en passant par les côtes kenyanes, la mangrove recouvre une grande partie des côtes dans la zone intertropicale. À l'échelle de la planète, cela représente 200 000 km², soit 5% des terres émergées. Ici, en Colombie, on compte un peu plus de 500 000 hectares de mangroves. Sur la planète, la mangrove joue un rôle très important. En effet, elle constitue un énorme puits de carbone. Elle filtre aussi l'eau qui ruisselle des montagnes jusqu'à la mer. Elle abrite de nombreuses espèces comme des oiseaux, des crabes, des poissons. Elle ralentit aussi l'érosion des côtes. Plus insolite, en 2004, lors du tsunami qui a ravagé l'océan Indien, il a été prouvé que si les mangroves avaient été mieux protégées, les dégâts auraient été moindres. Alors la flore des mangroves est composée essentiellement de palétuviers. Donc à l'échelle mondiale, on retrouve plus de 20 espèces différentes de palétuviers. Ici, en Colombie, on retrouve 4 palétuviers. Le palétuvier rouge, le palétuvier noir, le palétuvier blanc et le palétuvier à boutons. Ces palétuviers ici font face à de nombreuses contraintes. En effet, ils poussent dans une eau saumâtre à la salinité élevée et ça, le sel, les plantes, elles aiment pas. Ils poussent aussi sur un sol instable qui est un mélange de sable et de boue. Et la mangrove est un milieu hypoxique, donc très pauvre en oxygène dû au sol compact et à la présence de l'eau. Donc pour évoluer dans ce milieu si particulier, le palétuvier rouge, Rhizophora mangle de son nom scientifique, arbore plusieurs adaptations. La première adaptation et la plus visible sont ses racines aériennes, appelées aussi racines échasses. Elles permettent à l'arbre de répondre au manque de stabilité. Sur ces mêmes racines, on peut voir des petits pics qui sont en réalité des trous.
Ces trous, appelés lenticelles, permettent à la plante de respirer. En effet, ces trous apportent de l'oxygène au tissu intérieur, comme l'aérenchyme qui lui fait circuler l'oxygène dans la plante. Et pour répondre au taux de sel très élevé, cela se passe aussi dans les racines. La plante utilise un phénomène appelé l'exclusion. L'exclusion consiste à filtrer l'eau via différentes parois dans la racine. Donc cela fait que quand l'eau atteint le centre de la plante, elle est 100 fois moins concentrée en sel qu'à l'extérieur. Et la dernière adaptation, et pas des moindres, c'est sa graine. Sa graine a une forme de flèche qui lui permet de se planter dans l'eau quand elle tombe. Et une autre particularité, c'est que la graine commence déjà à germer quand elle est sur la plante. Le palétuvier noir, lui, vit sous les mêmes contraintes, mais arbore d'autres adaptations. Pour répondre au manque de stabilité, il développe ses racines sur le plan horizontal. Cette racine, appelée racine câble, se développe sur plusieurs mètres. D'autres racines qui pointent vers le bas, elles, sont appelées racines ancre et permettent d'optimiser sa stabilité. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres racines qui se développent vers le haut. Ces racines, appelées pneumatophores, permettent à la plante de respirer car elles sortent de la boue et de l'eau et sont en contact avec l'air ambiant. Et pour répondre à la salinité élevée, le palétuvier noir a une adaptation totalement différente de celle du palétuvier rouge. En effet, cela se passe dans les feuilles. L'eau salée circule dans toute la plante et arrivée dans la feuille grâce à la photosynthèse, le sel sort de la plante. Cela se matérialise par des petits cristaux de sel qui se forment sur les feuilles. Et du coup, après avoir parlé de la mangrove, le samedi, on part avec les enfants au matin à la découverte de la mangrove. Du coup, on prend une pirogue. C'est Fernando qui conduit cette pirogue qui nous a conduits dans la mangrove. C'était super intéressant avec les enfants. On a pu observer des oiseaux avec les jumelles. Du coup, on a vu des canards des Bahamas, des aigrettes tricolores, des aigrettes blanches. C'était vraiment super intéressant. Et Fernando a pu aussi nous parler un petit peu du rôle de l'écosystème pour les boquilleros et boquilleras. Du coup, pour certains enfants, c'était la première fois qu'ils sortaient dans cet écosystème et c'était génial. Moi, j'ai adoré et je pense qu'eux aussi ont vraiment adoré la sortie. Et du coup, après cette semaine à parler des plantes dans la mangrove, on va s'intéresser au deuxième plus grand groupe qui est représenté dans la mangrove, ce sont les oiseaux. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui sont représentés dans la mangrove car elle est en bord de mer, donc il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, mais elle fait aussi le lien entre la mer et la forêt. Du coup, il y a une grande diversité d'oiseaux. Et du coup, là, je leur montre les particularités qu'ont les oiseaux. Les pattes palmées, les pattes avec des grandes griffes, les becs longs et élancés, les becs petits et crochus. Et du coup, je fais plusieurs activités ludiques autour de ça pour montrer aux enfants comment reconnaître un oiseau, comment on peut savoir de quoi se nourrit cet oiseau grâce à la forme de son bec, etc. Et du samedi, on sort en pirogue dans la mangrove et là, on prend les guides des oiseaux et les jumelles. Et on part à la découverte des oiseaux, du coup il était à peu près 9-10 heures du matin, du coup il faisait très chaud déjà. On a pu voir quand même un martin pêcheur, on a pu voir des gaviotines, on a pu voir aussi un ibis blanc. Donc je sais pas si la photo va être claire, mais en tout cas c'est un ibis blanc qu'on a vu. Et on a vu aussi, comme d'habitude, des aigrettes tricolores et des aigrettes blanches. Et du coup, après m'être intéressé à l'écosystème de la mangrove, la 4e semaine s'articule autour de l'histoire de la boquilla. Et pour cela, il y a mon maître de stage, du coup Ronnie, qui est venu m'aider lors des activités. Donc il a parlé de l'histoire de la boquilla, de l'héritage, de la culture qui est propre à la boquilla. Et le samedi, on a fait une sortie dans le village avec les enfants. Du coup, on a marché, on a été voir le cimetière, la rue principale, l'église, la bibliothèque, etc. Et le but, c'était que les enfants en apprennent plus sur l'histoire de la boquilla. Et moi-même, j'en ai appris plus. Et du coup, lors de la 5e semaine, je m'intéresse aux crabes qui sont très présents dans la mangrove et très présents aussi dans la nourriture de la boquilla. De retour dans la mangrove, je vais vous parler des crabes. Alors ici, on peut retrouver 4 espèces de crabes. Le crabe violoniste, le jaiba ou crabe bleu, le crabe araignée et le crabe ensanglanté. Ces 4 crabes ont toutes une particularité. Par exemple, le crabe violoniste a une pince plus grande que l'autre. Cela lui sert à défendre son territoire et lors de la période des amours lui sert à trouver une partenaire. Le jaiba ou le crabe bleu, lui, a une particularité tout autre. Sa dernière paire de pattes est adaptée pour nager. El cangrejo araña ou le crabe araignée, lui, a une toute autre particularité, c'est qu'il ne mange pas de poissons ou de micro-organismes. Il se nourrit des feuilles sur les plantes sur lesquelles il vit, donc en l'occurrence des palétuviers rouges. Et c'est le seul crabe à ne pas avoir de terrier, en effet, il élit domicile sur les racines. Le crabe rouge est tout rouge, oui, il fallait lui trouver une particularité, c'est celle-là. C'est pas la plus exotique, mais elle est remarquable. Mais aussi intercalé entre ces grands thèmes, je fais des thèmes plus cool, on va dire. Donc je fais des jeux ludiques pour apprendre à utiliser les jumelles, j'explique un peu la Guyane, ce que je fais en Guyane, ce que je fais ici aussi. Je les fais aussi dessiner où je fais des origami de crabes, etc. Et du coup à la fin j'ai fait un petit jeu récapitulatif, du coup j'ai créé un plateau moi-même, j'ai créé des questions, donc sur les crabes, sur l'histoire de la boquilla, sur les oiseaux ou encore sur la mangrove. Mais du coup aussi en parallèle de mon stage, sur mon temps libre, j'ai eu l'opportunité de faire plein de choses différentes. Donc je suis parti bien évidemment à la découverte de Carthagène et de son centre historique. J'ai déambulé bien sûr dans les rues colorées de la vieille ville et sur les remparts qui l'entourent. Donc je suis parti aussi à la rencontre des pompiers de Carthagène. Donc ça c'était plus pour un cadeau personnel, pour ramener un écusson à un ami. D'ailleurs petite dédicace à Dorian. Et franchement ils étaient super sympas, etc. Et j'ai pu rencontrer Eugenio Salgado qui est pompier à Carthagène.
Avec mon maître de stage, Ronnie, on est aussi allé au salon du tourisme et du coup j'ai participé à des conférences sur le tourisme, le développement du tourisme en Colombie et surtout dans la région de Carthagène. J'ai bien sûr aussi profité de la Boquilla, de son soleil tropical. Du coup au soir j'allais sur la plage, je jouais au football avec les enfants ou je faisais du vélo, etc. C'était vraiment sympa. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, mais j'ai un petit dernier mot à vous dire. Quiero decir un grande y enorme gracias a la familia Monsalve de Laos. Muchas gracias a Ronnie, Mayra, Camila, Santiago, Daro y Christophe por todo lo que he hecho para mí. Fui acogido como un rey y estoy muy agradecido de eso. Y un otro gracias a toda la familia de Cultures Boquilla y a todas las personas que ayudarme en esta paciencia. Y un grande muchas gracias a todos los boquilleros y boquilleras. Y un último gracias por Iván que ayudame para filmar en Manglar. Fui el hombre detrás de la cámara. Bref, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Et j'ai passé un stage de 2 mois et demi absolument incroyable à la Boquilla. On se retrouve bientôt. Salut!